Et nous sommes de retour pour une interview exclusive. Aujourd'hui, nous recevons la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon. J'enlève mon masque pour vous dire bonjour. Bonjour, madame la ministre. Bonjour. Vous l'enlevez aussi. Merci à vous d'être avec nous sur notre chaîne aujourd'hui pour parler de votre métier de logement. D'abord, vous êtes ministre chargée du logement. Ça veut dire quoi exactement? C'est quoi votre quotidien? En fait, moi, j'ai 3 grands défis. Le premier, c'est qu'il y ait plus de logements disponibles et abordables pour les Français, donc construction et remise sur le marché de logement. Le deuxième, c'est l'accès au logement des personnes vraiment en difficulté, les sans domicile fixe, tous ceux qui sont très mal logés. Et le troisième, c'est la rénovation de nos logements, notamment rénovation énergétique, parce que si on veut être sérieux sur la lutte contre le réchauffement climatique, il faut s'attaquer aux émissions de gaz à effet de serre du bâtiment. Donc vous voyez, ça fait 3 beaux sujets. C'est chargé comme programme? Je m'occupe bien, mes journées sont bien remplies. Justement, sur notre plateau, on reçoit souvent, parce qu'on est ici à la FPI, on reçoit souvent des promoteurs, des élus politiques qui nous parlent beaucoup de construction. Et quelquefois, ils nous disent qu'ils sont un peu désespérés parce que on leur dit qu'il ne faut pas assez construire, on ne les encourage pas assez à construire, notamment les maires qu'on reçoit, les élus locaux. Comment on peut les encourager à construire et à bâtir plus ? En fait, c'est tout un système. Ça commence par une bataille culturelle pour dire qu'on a besoin de continuer à construire en France et donc convaincre les Français que la construction, c'est bien et que cette construction, en fait, maintenant, on sait construire écologique avec des matériaux qui sont plus écologiques qu'avant, du bois, du chanvre, de la paille, de la terre cuite, et aussi des matériaux plus récents, type béton ou ciment, mais dont le bilan carbone baisse. Donc on sait construire écologique, on sait construire de qualité, et que du coup, la construction, c'est une bonne nouvelle. Donc ça, c'est un premier message qui est très important, parce que parfois, les gens sont inquiets quand vous voyez un projet de construction qui arrive à côté de chez vous. Et puis après, on a des sujets de modèle économique, donc mieux soutenir le logement social, mieux soutenir le logement tout court, et donc des discussions avec les élus aussi pour savoir de quoi ils ont besoin pour encourager la construction. Mais ça doit être un message de l'État. Il faut que les élus soient combatifs aussi là-dessus et aient envie d'y aller. Et après, il faut que les professionnels soient au rendez-vous. Vous avez envie d'y aller? Vous avez envie de les encourager? Carrément, parce qu'on manque de logements en France. On a à la fois besoin de continuer à construire des logements neufs, notamment dans ce qu'on appelle les zones tendues. Alors c'est en particulier vrai en Île-de-France, mais il y a d'autres régions. Et on a aussi besoin d'aller chercher les logements vacants, et on en a encore dans nos centres-villes. On peut aussi accélérer la transformation de bureaux en logements. On commence à avoir des immeubles de bureaux qui ne sont pas tous occupés, mais en tout cas le besoin est là. Et vous savez, rien que sur le logement social, il y a environ 2 millions de familles qui sont en attente d'un logement social en France. Et on en attribue 150 000 par an. Donc il y a vraiment un besoin, il faut qu'on accélère. Même s'il y a des logements vacants, il y a des bureaux vacants qui peuvent se transformer en logements, vous dites qu'il faut quand même continuer à construire un petit peu. Oui, il ne faut pas opposer construction et rénovation. On a vraiment besoin des deux. D'accord. Il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent, parce qu'on est aussi sur les indécis, en même temps sur la chaîne, et on parle souvent du Grand Paris, de la métropole du Grand Paris. Est-ce que, je vais vous donner un petit défi, en 15 secondes, vous pouvez m'expliquer ce que c'est le Grand Paris? En 15 secondes, c'est dur. Le Grand Paris, c'est d'abord des nouveaux transports. C'est un énorme réseau de métro, le Grand Paris Express. C'est 4 nouvelles lignes de métro, 68 nouvelles stations de métro en banlieue, grande banlieue, pour que ce soit moins galère d'aller d'un point à un autre de l'Île-de-France. Derrière les transports, c'est un projet d'aménagement. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va voir fleurir autour de ces gares pour plus de logements, plus de commerces, plus de bureaux, plus de télétravail. Donc derrière, c'est un projet de vie. D'accord. Vous habitez à Paris vous-même ou dans le Grand Paris? Moi, j'habite en banlieue parisienne dans l'Est, dans le Val-de-Marne. D'accord. Et vous croyez à l'exode de ces Parisiens? Parce qu'on en parle depuis la fin du confinement. Moi, j'avoue que j'arrive pas à me faire une idée. Je voulais quitter Paris. Finalement, je ne quitterai jamais Paris, je le sais, et l'Île-de-France. Est-ce que vous croyez vraiment qu'on peut assister à un exode de ces Parisiens? En fait, on voit 2 choses. On voit une vraie demande qu'on voit à travers, par exemple, les consultations d'annonces immobilières, les visites, etc. Donc, il y a plus de consultations pour des maisons individuelles, soit en région parisienne, soit carrément en changeant de région. En termes de réalité, de passage à l'acte, il y en a moins. C'est un peu comme vous. À un moment, vous avez peut-être cliqué sur un site internet pour aller regarder à quoi ça ressemble, et puis finalement, vous ne passerez pas à l'acte. Donc, il y a moins de gens qui passent à l'acte que de gens qui l'envisagent. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à répondre à cette demande d'espace, de qualité de vie, que ce soit en maison individuelle ou en immeuble, et qu'on arrive à proposer des logements vraiment de bonne qualité partout. Je l'ai dit, beaucoup de jeunes qui nous regardent, et on a eu pendant la crise sanitaire, la suite de la crise sanitaire, les conséquences. On a eu beaucoup de questions quand on a reçu les personnalités politiques. Il y avait des jeunes qui n'arrivaient pas à se loger, qui avaient beaucoup de mal à se loger. Comment on fait pour les aider?
à trouver des logements et abordables surtout. Bien sûr, c'est vrai que quand on parle de besoin de logement, pourquoi est-ce qu'il faut continuer à construire et à rénover? C'est pour loger ceux qui ne sont pas bien logés ou qui n'ont pas accès au logement. Et les premiers, c'est les jeunes. Parce que les jeunes, dans la vie, leur objectif, c'est de partir de chez les parents, de se loger par eux-mêmes, seuls ou en couple, et puis voilà, de démarrer leur vie. Et donc les premiers qui ont besoin de logement, à part les gens qui sont dans une grande précarité, ce sont les jeunes. Donc il y a à la fois la construction en général et le fait d'arriver à construire une offre qui répond aux besoins des jeunes, des résidences étudiantes ou simplement des logements qui soient pas forcément très grands, bien situés et pas trop chers. Donc le logement abordable, c'est un combat qui est d'abord un combat pour les jeunes. Après, on a un certain nombre d'aides. Au-delà des APL qui existent toujours, il y a par exemple une aide Action Logement pour les jeunes qui signent un premier contrat de travail et un premier bail. On a aussi remis des aides à l'accession à la propriété pour ceux qui ont la possibilité, parce qu'ils ont un contrat stable, d'envisager plutôt un prêt qu'une location pour acheter. Ça, il faut qu'on continue à renforcer ça. Il y a notamment la plateforme Un jeune, une solution. Et puis Un jeune, une solution, ça c'est pour trouver un boulot. Et trouver un boulot, ça permet après de déclencher le projet de logement. Coïncider les aides selon la nature de votre situation. Vous parlez de construction et l'artificialisation des sols. Je suis obligé de vous en parler. Comment on fait pour construire plus, construire mieux en Ile-de-France? C'est une question que je pose à tout le monde. Est-ce que vous êtes pour qu'on construise à Paris plus haut ou pas, ou alors il faut faire attention au paysage et au territoire? C'est un débat vachement important et vachement sensible en réalité. Nos contraintes écologiques, et évidemment les jeunes y sont particulièrement sensibles parce que c'est eux qui vont vivre dans le monde de demain et d'après-demain. Nos contraintes écologiques, c'est une construction elle-même plus écologique, la manière dont on fait les bâtiments, les maisons, et où est-ce qu'on construit. Parce que moins on consomme de terres naturelles, plus on préserve la planète. Ça veut dire qu'il faut qu'on construise plutôt là où c'est déjà construit ou là où c'est déjà artificialisé et qu'on arrive à construire le bon équilibre entre individuel et collectif, y compris avec des maisons groupées, des maisons de ville, des immeubles un peu sympas. Et maintenant, il y a plein d'exemples. Donc moi, je suis plutôt pour qu'on continue à construire en ville ou en proximité des villes, aussi parce que la demande des Français, c'est à la fois de l'espace, du confort, du calme, de la tranquillité et des services. Pouvoir avoir un commerce pas trop loin, une piste cyclable, sécurisée en site propre, des transports en commun en général, des lieux de convivialité, un café. Donc ça c'est plus facile quand on a quand même une forme de densité. Donc c'est tout le débat qui est posé et c'est un débat de société en fait qui est hyper intéressant et hyper important. Vous êtes sportive ou pas? Pas des masses, mais je vais nager gaiement tous les dimanches à la piscine municipale à côté de chez moi. D'accord, je vous demande ça parce qu'en 2024, il y aura les Jeux Olympiques à Paris. C'est un sujet qui est important. C'est une bonne nouvelle d'abord, les Jeux Olympiques pour vous? Oui, c'est une bonne nouvelle en termes d'attractivité, en termes d'emploi et aussi en termes d'aménagement parce que vous voyez le village olympique. C'est ma question, voilà. Effectivement, c'est une bonne nouvelle pour l'aménagement? Oui, le village olympique, c'est un village pour les athlètes. Donc on va accueillir tous les athlètes qui vont participer au JO en 2024. Il est entre Saint-Denis et Saint-Ouen. Et quand les Jeux seront finis, ça deviendra un site avec, je crois, 3000 logements, des services publics, des équipements, etc. Donc ça va rester, ce sera l'héritage des JO. Donc toute l'idée de ces JO, c'est qu'ils servent à la fois au moment où on fait les Jeux, puis c'est aussi de l'activité économique, de l'emploi, et puis on va être fiers. Mais l'idée, c'est aussi que ça serve pour la suite. Et là, il y a moyen de construire notamment des logements pour la suite. Je voulais qu'on parle de politique aussi, puisque vous avez sorti un livre, Bienvenue en politique, à ceux qui sont tentés de renoncer. Il y en a qui renoncent chez les jeunes aujourd'hui ? La politique, ça s'adressait aux deux, en fait. La politique, pour ceux qui en font, c'est à la fois exaltant, super motivant, et à la fois difficile parce que c'est vite violent, le débat est vite agressif, vous êtes vite mis en cause. Plus qu'avant ? Je ne sais pas si c'est plus qu'avant, parce que ça a toujours été dur. Enfin, les hommes politiques ou les hommes et les femmes politiques n'ont pas toujours été tendres les uns avec les autres. Mais maintenant, quand même, il y a les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux plus les chaînes d'infos, ça va tellement vite. Ça fait que ça part en vrille beaucoup plus vite et beaucoup plus fort qu'avant. Donc, il faut quand même s'accrocher pour faire de la politique. Donc, c'est les premiers à qui je dis renoncez pas, parce que ceux qui font de la politique, c'est utile. Ça permet de changer la vie des gens, en tout cas d'essayer. Et après, il y a ceux qui contemplent la politique et qui hésitent à voter ou pas voter. Je sais que les jeunes se disent de toute façon, les politiques, ils nous comprennent pas, ils pourront pas régler nos problèmes et du coup, ça sert à rien de voter.
Et c'est quand même ce qu'on a inventé de mieux, la démocratie. On n'a pas mieux comme système pour réguler. Et donc, je dis aux jeunes, il faut continuer à s'y intéresser. Au moins voter, prendre position, s'intéresser aux idées, au programme. Après, certains d'entre eux auront envie d'en faire et ce n'est pas forcément la majorité. Mais il ne faut pas renoncer à la politique en se disant que c'est un moyen d'améliorer les choses. C'est le rapport entre les lanceurs d'alerte, les associations et les politiques qui fait avancer les choses. Les politiques tout seuls, ils ont besoin d'aiguillons. On a besoin d'aiguillons extérieurs, y compris quand ce n'est pas agréable. Mais ceux qui alertent, ceux qui s'indignent, ceux qui disent que ça ne va pas assez vite, ils ont besoin que les politiques, après, fassent. Et c'est ça, je pense, qui est important. Vous vous rappelez de la première fois que vous avez voté ? J'ai voté... j'ai pas voté. Je suis née en 71, donc je n'ai pas voté à la présidentielle de 88. D'accord. J'ai dû voter aux législatives de 89. Et vous avez toujours voté depuis ? C'est quelque chose... Oui, j'ai toujours voté. D'accord. Il y a beaucoup de jeunes, effectivement, qui nous regardent, je l'ai dit, sur les réseaux sociaux, qui assistent à nos débats. Et je vous dis, franchement, il y a un désamour. Je sais. Vous le constatez dans votre livre. Est-ce que ça vous inquiète, le climat qu'il y a autour de l'élection présidentielle qui arrive ? Parce que c'est l'élection la plus importante du pays. Est-ce que vous avez peur du climat qui va s'installer ? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces jeunes qui nous regardent ? Oui, ça m'inquiète. D'abord parce que le débat, il part sur beaucoup de caricatures et beaucoup de boucs émissaires. Et aussi, c'est un débat en fait assez décliniste sur la France, c'était mieux avant. Or, c'est pas la France d'avant qui est intéressante, c'est la France de demain, d'après-demain, c'est qu'est-ce qu'on propose. Et ensuite, si ça mène à un désintérêt, ça veut dire que les élus sont de moins en moins légitimes parce que le taux de participation est de plus en plus bas. Oui. Et ça renforce le désamour et ça renforce le rejet. Donc on a une espèce de cercle vicieux qu'il faut casser. On va terminer l'interview par un que oui, que non. Vous répondez que par oui ou que par non aux propositions que je vais vous faire. Vous pourrez vous justifier quand même de temps en temps. Je suis quand même un peu sympa. Que oui, que non. Est-ce que vous pensez que le Paris Saint-Germain remportera la Ligue des Champions cette année ? Que je sais pas. On me dites que oui, ça fera plaisir quand même. Non, bon, ok, comme vous voulez. Que oui, que non. Est-ce que vous serez candidate en 2022 ? Que pas décidé. À quoi ? Pas décidé si je serais candidate en 2022 aux législatives. À la législative non, à la présidentielle, c'est que non, ça c'est sûr. Non, mais ça aurait été exceptionnel d'avoir ce scoop. Que oui, que non. Est-ce que vous pensez que les éoliennes sont l'avenir de l'énergie en France ? Que oui, on a besoin des éoliennes. Il faut qu'on soit plus vigilant sur la manière dont on les implante. Mais oui, on a besoin d'éoliennes. Que oui, que non. Est-ce que vous êtes sur TikTok ? Non. Vous êtes sur les réseaux sociaux en règle générale ? Un peu, pas énormément. Que oui, que non. Est-ce que vous aimez faire des matinales le matin ? Ou c'est trop tôt ? Une fois que j'y suis, j'aime bien. Ah, c'est avant, c'est compliqué ? Avant, il faut se lever. Oui, je suis d'accord avec vous. Que oui, que non. Est-ce que vous avez déjà été indécise dans votre vie ? Oh, plein de fois. C'était quand la dernière fois que vous avez été indécise ? Mais je suis indécise dans le quotidien, par exemple, sur les vacances, les sorties, les choses comme ça. D'accord. Merci beaucoup d'être venu nous voir, Emmanuelle Wargon. Je rappelle que vous êtes ministre chargée du logement et que vous venez de sortir un livre. Bienvenue en politique à ceux qui sont tentés de renoncer, aux éditions Calmant Lévy. Merci d'être venu nous voir. Merci. Bon courage, bonne journée, parce que c'est un agenda de ministre finalement qui s'annonce à vous après. Et oui, ça continue gaiement. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci à vous d'avoir été sur notre chaîne. Restez avec nous, baladez-vous, visitez toutes les interviews qu'on a postées et nous on se retrouve très vite pour un nouvel entretien.